Il est 23 h, bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 pour ce dernier point d'information, titre de ce journal. Décédé le 8 juillet et inhumé vendredi dernier, les hommages à la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly ne s'arrêtent pas. En Côte d'Ivoire, en Afrique et même hors du continent, l'homme aura marqué d'une empreinte indélébile son passage sur Terre à travers des actions de développement socio-économique. La lutte contre la maladie à coronavirus n'est pas terminée. Ce dimanche, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 207 nouveaux cas de Covid-19. Il appelle la population à la discipline et à la responsabilité. Et puis la CEDEAO se montre ferme dans la résolution de la crise malienne. Aucune forme de changement non constitutionnel ne sera acceptée. L'organisation sous-régionale propose en revanche un gouvernement d'union avec l'opposition et la société civile pour sortir de la crise. Voilà pour les titres arrachés à l'affection des siens, des Ivoiriens et même du monde entier. L'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a prié ce dimanche pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une prière d'action de grâce qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, en l'occurrence le ministre-gouverneur Robert Beuré-Mambé et le ministre de l'Environnement Joseph Seka Seka. Notre reporter Jean-Louis Bangbo a aussi participé à la prière. C'est un autre acte de compassion et de soutien à la Côte d'Ivoire suite à la perte de son Premier ministre que l'Église méthodiste unie vient de poser. Après avoir pris part à l'hommage de la nation à l'illustre disparu, l'Église a organisé une prière d'action de grâce afin de préserver l'unité du pays. Nous ne sommes qu'une seule et même nation. Notre héritage, notre richesse, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour préserver dans ce pays la paix et la sécurité. C'est l'essence de cette prière d'action de grâce. Toi qui as le secret de la consolation et sur les larmes des yeux, fortifie, encourage, donne, Seigneur, à la famille de s'élever au-dessus de ce qui se passe dans le monde. Les chrétiens méthodistes ont également prié pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui perd ainsi un précieux collaborateur dans la gestion des affaires de l'État. Nous savons ce que représente pour lui cette disparition. Seul Dieu peut le consoler et l'aider à continuer d'assumer ses tâches. Seul Dieu peut le garder, le soutenir, lui accorder sa présence par rapport à l'exercice de ses responsabilités. Recueillement, chants et prières ont été adressés à Dieu pour qu'il étende sa main de grâce sur la famille du défunt. Un signe d'attachement de ses fidèles au Premier ministre qui fut, pour plusieurs d'entre eux, un modèle. Cette douleur où nous perdons notre Premier ministre, cet homme de devoir, celui autour de qui s'articulaient les actions du gouvernement, il était bon de nous tourner vers notre Seigneur, qui est le seul à même de nous apaiser, de nous soutenir. Il était toujours au travail, nous que le connaissons bien, et nous voulons dire merci au Seigneur de l'avoir connu, mais surtout, après qu'il soit enlevé, parti brutalement, il va falloir demander à Dieu de fortifier la famille. Notons que cette prière d'action de grâce qui s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire est une initiative du gouverneur Robert Beuré-Mambé, fidèle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Les populations de la région du Sud Comoé se souviennent aussi d'Amadou Gon Coulibaly. Une prière a été organisée pour le repos de l'âme de celui qui avait engagé des actions de développement en faveur de leur région. La cérémonie a réuni les différentes composantes de la population et s'est déroulée à Rambassam. Le compte rendu de Mamadou Kouassi. Des prières et invocations qui font suite à une lecture intégrale du Saint-Coran. Musulmans, chrétiens et chefferies traditionnelles du Sud Comoé prient ensemble pour le repos de l'âme de feu Amadou Gon Coulibaly. Bassam ne t'oubliera jamais, monsieur AGC. Vraiment que la tête soit légère. Cette initiative des cadres est soutenue par l'ensemble des différentes couches du Sud Comoé en général et de la ville de Grand Bassam en particulier.
Tous se souviennent des actions réalisées par l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire pour leur région. Vraiment, avec Amadou Gon, vraiment, c'était, comme on le dit, le Père Noël du Sud Comoué, parce que vraiment, il y a eu beaucoup d'actions que Amadou Gon a posées à l'égard du Sud Comoué. Et on a vu les inondations de Bassam. Amadou Gon n'est pas resté sans réagir au nom du Sud Comoué. On a vu la période de fin d'année, Amadou Gon a encore réagi. Et donc, vraiment, avec Amadou Gon, on était bien parti. Et dommage que Dieu l'a appelé. Une très grande perte pour la nation ivoirienne. Et une grande perte pour la région du Sud Comoué. Et une grande perte pour la ville de Grand Bassam. Je demande au Seigneur Tout-Puissant de consoler notre chef d'État, le président Alassane Ouattara, et tous les membres de ce gouvernement. Les cadres souhaitent que le pacte tissé avec Amadou Gon Coulibaly demeure à jamais pour le développement de la région. Mais déjà, il faut poursuivre son œuvre. Et c'est pourquoi nous devons sécher nos larmes, regarder à l'avant, voir comment nous pouvons chacun à son niveau apporter son appui au pays de par la paix, parce que la paix est essentielle à tout développement. Un livre de condoléances a été ouvert et cette prière constitue le début d'une série d'activités ponctuées de prières et de bénédictions pour le repos de l'âme de feu Amadou Gon Coulibaly. On reste toujours dans le Grand Abidjan. Il y avait des processions dans les rues de Koumassi pour rendre un vibrant hommage au défunt chef de gouvernement. Une forme de remerciement pour ces populations à l'endroit d'Amadou Gon Coulibaly, celui qui apportait son appui et sa contribution au développement de la commune. On retrouve encore une fois Mamadou Kouassi. Koumassi pleure Amadou Gon Coulibaly. Les populations de cette commune du sud d'Abidjan, dans toutes leurs composantes, font une procession dans les rues de la commune. Tous se souviennent de l'appui d'Amadou Gon Coulibaly dans la réalisation du projet Koumassi Autrement. À Koumassi, ici, AJC a permis à beaucoup de jeunes d'avoir du travail. Sa mort est une grande perte pour nous les jeunes de Koumassi. Adieu AJC. Très rigoureux au travail et qui inspirait la jeunesse ivoirienne. Donc vraiment sa mort, vraiment, ça nous fait très mal. Mais comme notre maire vient de le dire, la mort aussi est un rappel. Du boulevard du Gabon, en passant par le boulevard du 7 décembre, les populations ont marché jusqu'à la place de l'Espérance de Koumassi. Occasion pour les guides religieux d'invoquer Allah avec les populations pour le repos éternel de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. Représentant le maire de Koumassi, Guiré Ouattara a salué la mobilisation des populations. Vraiment, c'est une épreuve difficile. Le maire demande à Monsieur le Président de la République, avec la communauté de Koumassi, la population, de supporter cette épreuve qui est difficile. On demande à Dieu de lui pardonner ses fautes et qu'il sache que nous allons continuer le combat derrière lui. La Côte d'Ivoire va émerger comme il a toujours voulu. Cette procession suivie de dépôts de gerbes de fleurs constitue l'une des activités prévues par l'équipe municipale de Koumassi, dirigée par le maire Ibrahima Cissé Bakongo, pour rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Hors de nos frontières au Cameroun, le ministre des Affaires extérieures du pays de Paul Biya et les autorités religieuses locales se sont jointes à la communauté ivoirienne. C'est un hommage appuyé qui a été rendu à Amadou Gon Coulibaly, hommage à travers des messages de soutien et de réconfort envers le peuple frère de Côte d'Ivoire, mais aussi des témoignages et des remerciements. Le commentaire est signé Franck Quadio. La communauté ivoirienne au Cameroun pleure son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les valeurs qu'il incarnait sont encore bien vivaces dans les esprits. Cette disparition subite évoque pour nous des valeurs cardinales qui ont été longtemps rappelées, notamment le travail, la rigueur. Il fait tellement l'unanimité que je ne vais rien inventer. C'était un travailleur. Jour douloureux pour le peuple ivoirien et même au-delà. Pays hôtes et nations amies expriment leur compassion et leur soutien. Cette perte n'est pas seulement que pour la Côte d'Ivoire. C'est un digne fils d'Afrique et c'est toute l'Afrique qui est en train de montrer sa compassion. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont de longues relations d'amitié et de coopération à la dimension de l'amitié et de la haute estime que nos deux chefs d'État, le président Biya et le président Ouattara, partagent ensemble. Très triste au niveau personnel parce que je connais Monsieur le Premier ministre, le défunt, et aussi au nom de nous tous en Israël.
On est triste, on partage la douleur du peuple ami ivoirien. Élan de soutien jugé réconfortant par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Cameroun. Nous avons trouvé le soutien d'un peuple frère et nous voudrions saisir cette opportunité pour dire merci au président de la République du Cameroun, au peuple, pour tous les mots de soutien et d'encouragement exprimés. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier et inhumé le vendredi 17 juillet à Korogo, sa ville natale. Les différentes communautés religieuses ivoiriennes et camerounaises n'ont pas manqué à cette cérémonie hommage de porter des prières au Créateur pour le repos de son âme. À Ottawa, au Canada, la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire dans la province de l'Ontario a aussi rendu hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le récit de Cheikh Koné. Aux quatre coins du monde, les hommages au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se poursuivent. Les larmes des Ivoiriens de toutes les diasporas confondues, et même des non-Ivoiriens, peinent à sécher. La perte brutale du défunt chef du gouvernement suscite encore émotion et douleur. Ce 16 juillet à Ottawa, au Canada, c'était au tour des membres de la mission diplomatique ivoirienne de rendre hommage au lion. Gerbe de fleurs en main, l'ambassadeur Philibert Vanidi a rendu un dernier hommage au fils du Poro. Il lui a reconnu ses qualités de négociateur, d'homme de dossier, d'ardent défendeur du travail bien fait et d'artisan infatigable du redressement économique de la Côte d'Ivoire. La mort est inévitable car personne ne sort de la vie vivant. Elle doit donc nous interpeller en nous incitant à plus d'humilité. S'est exprimé Philibert Vanidi. Amadou Gon Coulibaly repose depuis le 17 juillet 2020 à Korogo. Et oui, la mort reste inévitable et la grande faucheuse fait encore parler d'elle en Côte d'Ivoire. La nouvelle est tombée il y a seulement quelques heures. L'ancien Premier ministre de décembre 1999 à octobre 2000, puis de février 2003 à décembre 2005, Seydou Eliman Diarra est parti dans le ventre de la nuit. Il avait dirigé la haute autorité pour la bonne gouvernance de mars 2015 à juillet 2017. Opérateur économique, diplomate et homme politique, l'ancien chef du gouvernement était en retrait de la vie politique de notre pays ces 3 dernières années pour des raisons de santé. Il avait 87 ans. Autre chose, à présent, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité va élaborer un plan pour une solution durable aux récurrents dégâts causés par la montée des eaux lors des saisons pluvieuses. Et pour mettre en exécution son plan, Anne Désiré Loto a rencontré les différents opérateurs techniques et les entreprises engagées sur les travaux de drainage, de curage ou de redressage de plusieurs quartiers du district d'Abidjan. Les explications de Franck Quadio. À chaque année et à chaque grande saison des pluies, son lot de dégâts et de désillusions. Après le lancement des travaux d'aménagement du bassin versant du Gourou dans sa deuxième phase de gestion intégrée, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Loto, rencontre les entreprises de construction des ouvrages d'assainissement. Aujourd'hui, tous les responsables chargés de ces ouvrages d'assainissement se sont retrouvés autour d'une table pendant 3 heures de temps pour passer en revue toutes les difficultés que nous connaissons en la matière. Nous avons certes parlé des questions d'incivilité, d'indiscipline de nos concitoyens, mais nous avons également des difficultés dues aux procédures administratives, quelquefois à la cohérence même des initiatives avec plusieurs ministères qui peuvent intervenir. Donc je comprends que bien souvent, il faut donc qu'on réussisse à avoir l'accord de tous les acteurs. Malheureusement, quelquefois, la saison des pluies n'attend pas que nous puissions nous accorder sur telle ou telle chose. Rue ministre, Alabra, Canal du Golfe, Bonomin, Dokui Ouest, Koumassi et Port-Boué, entre autres points critiques et des installations d'assainissement à parfaire. La ministre a fait le tour de la question avec les entrepreneurs. C'était une phase extrêmement importante de la mise en œuvre du schéma directeur du Grand Abidjan, avec des ouvrages de plus grande envergure. Mais alors, il va falloir prendre des décisions importantes pour trouver des espaces à ces ouvrages. Et c'est à ce niveau que nous avons les plus gros problèmes, des bâtis sur des sites identifiés, sur des sites adaptés.
des sites qui doivent accueillir ces ouvrages et nous sommes malheureusement freinés par ces bâtis qui existent et par malheureusement des populations qui refusent de s'en aller, n'est-ce pas, au profit de l'intérêt de tous. Un constat et un engagement pour de meilleures perspectives. Après les diligences qui ont été arrêtées de commun accord aujourd'hui, avoir dans les jours à venir d'importantes rencontres avec les ministères concernés, le ministère de la Construction notamment, avec qui nous allons affiner nos approches, finaliser les initiatives que nous aurons à prendre également avec le ministère de l'Équipement. Et ensuite, nous irons rencontrer les personnes qui habitent ces zones-là. Parce qu'ensemble, nous devons prendre nos responsabilités. Malheureusement, ce ne sera pas sans difficulté, assumer ses responsabilités pour que le gouvernement puisse aider les populations à ne plus vivre ces cauchemars pendant la saison des pluies. Sensibiliser donc, mais aussi faire preuve de fermeté. Les récentes pluies ont causé des dégâts matériels, mais aussi des pertes en vie humaine. Et on change de cap pour parler de la Covid-19. La barre des 600 000 morts par la pandémie du coronavirus est désormais dépassée dans le monde entier. On en parle dans quelques instants. Dans notre pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 19 juillet, 207 nouveaux cas de Covid-19 sur 1137 échantillons prélevés. On écoute le directeur général de la Santé. Il est au micro de Franck Quadio. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 19 juillet 2020, 207 nouveaux cas de Covid-19 sur 1137 échantillons prélevés, soit 18,2% de cas positifs. 366 guéris et 1 décès. Nous avons déploré un décès ce jour. Il s'agit d'un patient de 52 ans décédé au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Trècheville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 14 119 cas confirmés, dont 8 366 personnes guéries, 92 décès et 5 661 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 83 753. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs publics et privés de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres d'accueil et dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Et le point presse quotidien du gouvernement a mis l'accent sur les efforts des collectivités locales et des organisations religieuses pour freiner la pandémie. De leur côté, les autorités sanitaires et sécuritaires continuent d'appeler la population à la responsabilité. Les grandes lignes de la rencontre avec Jean-Marc Yadji. Briser la chaîne de transmission de la pandémie de la Covid-19 est un défi à relever pour les collectivités locales et les organisations religieuses. Pour eux, la sensibilisation sur le respect strict des gestes barrières et le soutien aux populations vulnérables sont des actions à encourager. La sensibilisation à Sanguiné a débuté par la mise en pratique des mesures d'hygiène en collaboration avec le sous-préfet et le médecin de la commune. Les marchés hebdomadaires de Sanguiné et Gotonguiné 1 ont été fermés durant 4 jours pour une désinfection et l'installation de kits de lavage de mains. Malgré la position de la commune sur l'axe international Côte d'Ivoire-Libéria, aucun cas de Covid-19 n'a encore été déclaré. Nous faisons la sensibilisation des groupements féminins au cours des cultes, au cours de nos réunions et aussi par message. Nous soutenons les personnes affectées par des dons. Abidjan, épicentre de la Covid-19,
connaît une augmentation continue de cas confirmés. Avec un taux de positivité allant de 20 à 25%, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique se félicite de l'augmentation de personnes guéries et de la qualité de la prise en charge des malades par le personnel soignant. On note une augmentation significative des personnes déclarées guéries au terme de leur prise en charge, avec un taux de guérison se situant actuellement entre 52 et 59% des cas et une létalité toujours stable autour de 0,7% des cas dépistés, témoignant de la qualité de la prise en charge par les professionnels de la santé. Quant à l'adoption des mesures anti-Covid, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle les populations à l'ordre. Ils sont encore appelés à la vigilance et à la prudence. Le coronavirus n'a pas encore disparu de notre pays. L'allègement de certaines mesures restrictives, indispensables pour un retour à la normalité du cours de la vie, souhaité par beaucoup d'entre nous, ne doit pas nous faire penser le contraire. À ce 118e bilan sécuritaire national, les forces de l'ordre se disent déterminées à faire respecter les mesures en vigueur édictées par le gouvernement. Pour le constat dans les différentes communes, ils se disent satisfaits. Il nous paraît impératif, au nom de M. le ministre de la Sécurité et de la Défense, d'indiquer à tous et à toutes que les forces de défense et de sécurité poursuivent sans relâche les opérations de contrôle et de surveillance du respect des principes édictés dans les établissements recevant du public, notamment les maquis, restaurants et hôtels, qui donnent ce qui suit dans les communes d'Adiamé, Marcory, Abobo, Yopougon, Cocody, Port-Boué et Koumassi, dans la période allant du 9 au 15 juillet 2020. Maquis contrôlés, 149. Restaurants contrôlés, 91. Hôtels contrôlés, 56. Bars contrôlés dans le cadre du suivi de la mesure de fermeture qui les frappe, 50, qui sont tous fermés. Au constat général, le point du respect des mesures sécuritaires est quasi satisfaisant dans ces établissements visités. La fermeture des bars, boîtes de nuit et salles de spectacle est encore maintenue dans le Grand Abidjan, selon le commissaire Bleu Charlemagne. Voudrions, ce faisant, au nom du directeur général de la police nationale, du commandant supérieur de la gendarmerie ivoirienne et du chef d'état-major général des armées, rappeler et insister, afin que nul ne l'ignore, sur le caractère national de la mesure du maintien de la fermeture des bars, cinémas, boîtes de nuit et salles de spectacle jusqu'à nouvel ordre. La lutte contre la propagation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire oblige, face à ces mesures, l'implication de tous les acteurs. Nous sommes aujourd'hui dimanche 19 juillet 2020 et le magazine de RTI 1 recevait aujourd'hui le secrétaire général de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Avec Hamza Diaby, le docteur Nanan Kouadio a décliné les principales missions de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. Il a aussi revenu sur le rôle de son entité dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Je vous propose un extrait de son passage. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est une organisation née en 1960. Elle intervient en tant que société de secours volontaire, autonome, auxiliaire des pouvoirs publics, dans le domaine, bien sûr, de l'humanitaire. Elle a pour mandat de préserver la dignité humaine. Nous sommes en pleine crise sanitaire, la pandémie de Covid-19. Quel rôle joue la Croix-Rouge dans cette lutte contre le coronavirus ? Depuis cette pandémie, l'État mène des actions pour freiner cette pandémie. Je sais que vous êtes membre de la coordination nationale de riposte contre la pandémie. Bien sûr. Étant membre de cette coordination, nous avons la charge de mener des activités de sensibilisation au sein des communautés. Principalement la sensibilisation, mais nous faisons aussi la distribution de tout équipement, de tout matériel pour lutter, freiner cette pandémie.
la population a adopté un changement. Nous avons remarqué un changement au sein de la communauté. Juste un événement qui nous a marqué lorsque nous faisons l'évaluation de nos activités. Nous sommes rendus dans des villages où des villageois ont eux-mêmes fabriqué leur dispositif de lavage de mains. C'est très important. Il y a des personnes qui utilisent de la cendre pour se laver les mains. Pour laver les mains. Et c'est efficace. Et c'est efficace. C'est efficace. C'est efficace. D'accord. Donc le changement au sein de la communauté est visible, même si certaines mesures ne sont pas encore respectées à 100%. On ouvre à présent la page internationale de ce journal. Fin de mission pour la délégation de la CEDEAO au Mali. Au titre des recommandations de l'organisation sous-régionale ouest-africaine, la mise en œuvre rapide et la formation d'un gouvernement d'union nationale et le règlement du contentieux électoral. En revanche, le plan de sortie de crise des experts de l'organisation ouest-africaine n'accepte pas la requête principale des manifestants qui continuent de revendiquer la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Avant de refermer cette édition, je vous invite à présent à faire le tour du monde des faits marquants de l'actualité qui ont animé le monde entier cette semaine. C'est avec Herman Guivet dans le 7 sur 7. Lundi dernier, suite aux sévères inondations qui ont touché 27 régions dans le Jiangxi, l'Anhui, le Hubei et Hunan, la Chine a élevé son niveau de réponse aux crises du niveau 3 au niveau 2. Selon les estimations des autorités, plus de 140 personnes étaient portées disparues. Cette année, plus de 2 millions de personnes ont dû être évacuées d'urgence. Des milliers de personnes manifestaient mardi soir à Jérusalem contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, exigeant sa démission. Inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires, Benjamin Netanyahou est au cœur d'un procès dont la prochaine audience est prévue ce dimanche 19 juillet 2020. Selon la loi israélienne, le Premier ministre n'est pas obligé de démissionner s'il est inculpé, mais seulement s'il est reconnu coupable d'un crime, après avoir épuisé toutes les procédures d'appel, ce qui pourrait prendre des années. Les manifestants protestaient également contre la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus. À Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, a officiellement rouvert ses portes au public mercredi dernier avec des mesures d'hygiène renforcées. Après 4 mois de fermeture due à l'épidémie de coronavirus, le site qui ne communique plus sur son nombre de visiteurs depuis 2015, année où il en avait accueilli 14,8 millions, est implanté à Marne-la-Vallée en Île-de-France, région restée classée en zone orange pour l'épidémie jusqu'au 15 juin. Au Mali, pour trouver une solution à la crise politique et institutionnelle que le Mali connaît, une mission de la CEDEAO est arrivée à Bamako jeudi dernier. Objectif, rencontrer tous les protagonistes de la crise, les acteurs politiques, la société civile et les autorités maliennes. Un débat houleux s'est terminé vendredi dernier par des bagarres au Parlement taïwanais pour la 3e fois en 15 jours. Certains députés allant même jusqu'à lancer des bombes à eau sur leurs opposants. Les députés taïwanais sont connus pour se lancer parfois physiquement dans les débats et les bagarres ont particulièrement repris ces 2 dernières semaines autour de la nomination du futur chef de l'agence chargé de contrôler les différents organes du gouvernement. Aux États-Unis, les hommages se sont multipliés samedi après la mort la veille de John Lewis, militant emblématique de la non-violence et des droits civiques aux États-Unis, ancien compagnon de route de Martin Luther King et membre du Congrès américain depuis 1986. Décédé à l'âge de 80 ans, ce vétéran de la lutte des Afro-Américains a mené toute sa vie une bataille acharnée contre la discrimination raciale et a été battu par la police et arrêté à de multiples reprises lors de protestations. Le président Donald Trump, dont John Lewis avait boycotté l'investiture, a ordonné que les drapeaux soient mis en berne sur tous les bâtiments publics, y compris à la Maison-Blanche, en hommage à la mémoire de l'élu. Piloter encore mieux les ressources en eau en cas de sécheresse, c'est l'expérimentation menée chez les arboriculteurs de la plaine désertique de l'Accro, en province. 3 des 4 parcelles de terrain étudiées appartiennent à un exploitant agricole qui innove pour irriguer ces terres de façon raisonnée. L'impact économique des restrictions d'eau y a mesuré sur plusieurs années pour anticiper les sécheresses potentielles.
Et voilà, c'était pour vous le 7 sur 7. Ce journal est terminé. Lundi à 6h30, retrouvez Régis Kofi. L'édition de 13h sera animée par Kolo Koulibaly. Et ne zappez surtout pas, restez sur RTI 1. Bonsoir.